Bravo, bravo, bravo Bernard. Bravo pour cette initiative qui, je crois, fait des émules et je crois contribue donc à permettre les échanges, du networking, mais aussi à mettre le doigt sur un sujet crucial pour l'économie de notre pays, les PME, on l'a rappelé à maintes reprises ici. Elles sont le fer de lance de la croissance économique, de la création d'emplois. Nous en parlerons de long en large durant ces 2 journées. Je crois que je l'ai dit, le BIF a pour vocation de favoriser la rencontre entre investisseurs, porteurs de projets et chefs d'entreprise confirmés, réputés, bien installés et tous les qualificatifs possibles pour désigner les entrepreneurs dynamiques que vous êtes. Et cette année, un pas de plus est fait pour aller au-delà et prendre des mesures en vue de favoriser l'accès des PME au financement bancaire. Et l'organisation a lancé le projet Bifinance, un programme de soutien au financement des PME et PMI béninoises. Un avis public a été lancé dans ce sens en début d'année et de nombreuses PME ont soumissionné. Et à l'occasion du BIF 2019 et en parallèle des sessions d'investissement qui ont lieu, les PME sélectionnées viendront présenter leurs projets ici en plénière et nous allons le faire juste avant la conférence plénière. Mais avant, parce que Madame la ministre de l'économie numérique doit nous quitter dans quelques, je crois, 30 minutes. Et 30 minutes, c'est justement le temps que nous allons vous accorder pour nous parler de l'impact de l'économie numérique, de l'impact du numérique sur le développement du Bénin. Vous savez, en plein essor, l'économie numérique est un secteur stratégique de l'économie et sa contribution à la croissance des États est non négligeable. Et bon, je crois que ce n'est pas pour rien que notre ministère ne s'appelle plus simplement le ministère de l'Information et des Technologies, etc., mais bien évidemment le ministère de l'économie numérique. Alors, dans cette perspective, des projets ont été lancés, de lourds investissements réalisés et les résultats devraient permettre au pays de se rapprocher davantage de cette l'ambition d'être d'ici 2021 la plateforme de services numériques pour l'Afrique de l'Ouest. Madame Aurélie Soulé-Zoumarou, vous êtes la ministre de ce département stratégique et donc merci d'être parmi nous cette édition. Pendant 30 minutes, donc, vous nous expliquerez l'impact réel de l'économie numérique sur le développement de notre pays. À vous le pupitre. Sous vos applaudissements, merci. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin dans le cadre de ce forum. Et c'est d'autant plus un plaisir et je voudrais donc, avant toute intervention, dire un grand bravo aux organisateurs qui ont eu cette brillante idée d'organiser ce type de forum, un forum sur l'investissement dans notre pays. Ça vient à point parce que nous sommes dans une démarche ouverte sur le monde. L'ensemble du gouvernement, le chef de l'État, nous avons montré des signes très clairs de ce que le Bénin aujourd'hui se positionne comme étant un pays qui est ouvert aux investissements, ouvert à l'évolution, tourné résolument vers le fait d'être un pays qui compte dans le concert des nations. Donc, cela étant dit, je suis là ce matin et je remercie encore une fois les organisateurs pour cette opportunité qui m'est donnée de vous entretenir sur les secteurs, disons les sous-secteurs d'investissement dans le secteur plus global de l'économie numérique. Nous sommes dans notre pays à une étape où, comme ça a été souligné aujourd'hui, nous sommes dans la construction de notre économie numérique. Nous avons quitté le secteur, disons, traditionnel des technologies, plutôt orienté vers la consommation des technologies, pour en faire un secteur où nous créons de la valeur, et de la valeur qui profite à la population, mais aussi qui permet aux entreprises d'être rentables et de pouvoir assurer donc leur pérennité. Tout d'abord, j'ai voulu voir avec vous de façon spécifique comment notre secteur est caractérisé aujourd'hui, le secteur de l'économie numérique,
Ce matin, il y a eu déjà quelques interventions sur le secteur de l'économie plus large, comment notre pays aujourd'hui regarde de près les actions et aussi les résolutions qu'il faut prendre, que nous prenons pour que nos agrégats macroéconomiques, nos indicateurs s'améliorent, et cela se voit. Donc je ne vais pas m'appesantir sur le volet relatif à pourquoi il faut investir au Bénin. Je pense que vous en êtes déjà convaincus. Alors quand on regarde le Bénin, pourquoi investir dans le secteur de l'économie numérique plus qu'un autre secteur? Eh bien, tout d'abord parce que nous avons un secteur qui est caractérisé par des axes ou des niches d'opportunités. Une des niches, et qu'un chiffre assez révélateur va vous permettre de constater, c'est le fait que dans notre pays, eh bien, en termes d'abonnés à l'Internet, la grande majorité de ces abonnements sont des abonnements à l'Internet mobile. Nous avons une forte prédominance de l'Internet mobile. Et donc, l'Internet fixe est un secteur que nous comptons clairement mettre en avant en termes d'opportunités d'investissement. Et je vous dirai tout à l'heure comment nous y prenons et quelles sont les possibilités. L'autre chose, je discutais avec Madame Zanovi tout à l'heure de African Guarantee Fund, le secteur relatif aux innovations technologiques, mais toujours orienté justement vers les domaines d'activité phares. Je veux parler de la FinTech. La FinTech aujourd'hui, que ce soit dans le monde ou plus largement en Afrique, occupe une place prépondérante. J'ai l'honneur, le privilège de faire partie du groupe de travail établi par le secrétaire général de l'ONU sur le financement numérique. Et au sein de ce groupe de travail, un accent majeur, un accent fort est mis sur le développement de la FinTech justement en Afrique. La semaine prochaine, je serai à Nairobi dans le cadre d'un événement entre l'Asie et l'Afrique, justement pour mettre en avant ce secteur. Et le Bénin n'est pas en marge de cela. Nous souhaitons dans notre pays que nous soyons, nous œuvrons à ce que nous soyons une porte d'entrée. Cela dit, quand on regarde, vous avez certainement dû le remarquer, quand on regarde la carte de la CEDEAO, nous sommes plus la clé d'entrée justement, quand vous regardez la géographie de notre pays. Et oui, nous sommes la clé d'entrée vers l'Afrique de l'Ouest, vers la CEDEAO, vers l'UEMOA aussi, lorsqu'on prend le côté relatif à notre intégration régionale sur le volet monétaire et financier. Depuis le Bénin, vous pouvez être établi au Bénin et adresser donc ce vaste marché de l'Afrique de l'Ouest. Et vous me direz, oui, mais tous les 8 pays de l'UEMOA pourraient le dire. Qu'est-ce qui fait la différence avec le pays, avec le Bénin, notre pays? Je pense que quand on est un investisseur, ce qu'on regarde, ce qu'on a intérêt à regarder, c'est quels sont les secteurs stratégiques prioritaires pour les gouvernants du pays. Et oui, au Bénin, l'économie numérique est un secteur prioritaire. L'économie numérique fait partie des 3 secteurs prioritaires identifiés dans notre programme d'action d'ici à 2021, 2016, 2021, au même titre que l'agriculture et le tourisme. Donc, avoir cette forte volonté des gouvernants sur ce secteur est, de mon point de vue, pour les investisseurs, les acteurs du secteur privé que vous êtes, un indicateur fort de l'attractivité de ce secteur et du fait qu'il faut regarder spécifiquement les opportunités relativement à ces investissements. Deuxième chose, on sait de façon empirique, de par les investissements qui sont faits dans ce secteur depuis maintenant plusieurs décennies, qu'on est dans un secteur à fort besoin d'investissement, capital intensive. Donc, il faut, en termes d'investissement, des investissements forts, importants. Par exemple, lorsque nous avons estimé en fait la part des investissements publics et privés
nécessaires pour développer l'ensemble des projets que nous avons identifiés. Nous avons estimé la part des investissements privés à près de 66% et la part des investissements publics à 34%. Et là, on est autour de à peu près un peu moins de 600 milliards d'investissements pour l'ensemble des projets que nous avons identifiés. L'autre chose aussi, c'est que nous sommes un secteur où la part des partenariats publics-privés reste quand même prépondérante, surtout lorsque, en tant qu'État, en tant que gouvernement, on est conscient en fait des enjeux du secteur. On place les télécommunications, les services numériques comme étant des éléments forts dans la stratégie de l'État. Donc l'État est prêt à mettre justement, à jouer sa partition, à mettre dans ce secteur-là des investissements. Et donc on attend du secteur privé d'être aussi prêt à accepter de se mettre dans ces projets et ensemble qu'on puisse regarder comment les modalités, comment nous pouvons donc faire avancer ces projets. L'autre chose que je voudrais souligner, c'est également les réformes majeures que nous avons entreprises dans le secteur et qui portent leurs fruits. La toute première réforme qui sera sans doute d'un fort intérêt pour vous, c'est sur les aspects législatifs, les aspects légaux, réglementaires. Nous avons un code du numérique qui adresse de façon large, presque exhaustive, l'ensemble des volets qui concernent aujourd'hui l'économie numérique. Donc tous les volets relatifs aux services innovants, au type de services qu'on peut offrir aujourd'hui et demain sont adressés. Le cadre est clair, ça permet d'avoir une prédictabilité certaine au niveau de la fourniture de ces services, au niveau de l'entrée dans notre marché. Et donc, tout ça va de pair avec cette volonté politique forte qui est relative au secteur de l'économie. C'est quelque chose pour lequel nous avons beaucoup de feedback positif parce que au nombre des pays de l'UEMOA, au nombre des pays qui sont membres de la CEDEAO, eh bien, ce n'est pas dans tous ces pays que vous avez ce type de prédictabilité en termes de cadre réglementaire, cadre législatif. Et nous continuons dans cette dynamique-là. L'État, en termes de réforme, l'État aussi s'est engagé, et l'a fait d'ailleurs, à se retirer des activités de détail pour permettre justement de ne pas être en compétition avec le secteur privé, ce qui ne fait pas sens. Nous avons très justement choisi de nous retirer de la vente des services de détail dans le secteur des télécommunications et que plutôt l'État se concentre sur la fourniture justement des services de gros pour permettre aux opérateurs privés, aux investisseurs de pouvoir adresser convenablement le marché et ne pas avoir de distorsion dans la façon dont l'économie numérique est en train de se construire. Alors pour finir, je vais vous dire, vous allez certainement me demander quelles sont justement ces opportunités d'investissement. Je vois que même si ce n'est pas très clair, vous avez quand même quelques indications sur le tableau. Il y en a plusieurs. Nous avons dans le secteur 6 projets phares et qui ne sont même pas des projets au sens où on définit habituellement un projet, mais des programmes. Parce qu'au sein de ces projets, nous avons plusieurs possibilités d'investissement, donc d'entrée, d'adressage du marché pour la fourniture de services. On en a donc 6 projets phares que nous serons très heureux de vous détailler dans les conversations que nous pourrons avoir plus tard ou même qui sont disponibles aussi en consultation libre sur Internet et sur d'autres canaux. Nous avons mis en œuvre un certain nombre d'entre ces projets, mais il reste encore des opportunités, rassurez-vous. Et je vais m'appesantir sur peut-être 2 ou 3 d'entre elles. Le premier, c'est ce que j'ai dit précédemment.
l'accès à Internet, la fourniture de services Internet, et notamment le last mile. Le last mile est aujourd'hui un secteur qui est quasiment, enfin un volet qui est quasiment vierge, qui n'est pas adressé. L'Internet fixe, il reste tout à faire sur l'Internet fixe au Bénin, et donc toute opportunité, tout désir en fait d'entrer dans ce marché, nous sommes convenablement disposés à discuter de cela, à envisager les modalités, et bien évidemment nous avons toutes les structures en place pour aider toute personne intéressée à entrer dans ce secteur-là. La question également des centres de données. On en parlait tout à l'heure également, le fait que nous sommes dans l'ère du big data, les données massives, nous sommes dans l'ère où justement à cause de la digitalisation de l'ensemble de notre administration, de l'ensemble des procédures, la digitalisation également des entreprises, eh bien tout cela nécessite d'avoir des infrastructures qui sont à la taille justement de ces données-là que nous générons, nous collectons et qu'il faut traiter parce que ce sont des outils d'aide, enfin des données qui peuvent aider à la prise de décision ou même à prendre un certain nombre de résolutions. Donc, par rapport à cela, le Bénin, parce que nous sommes avantageusement situés au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous avons une côte, nous avons un accès à des câbles sous-marins. Donc, on a 2 câbles sous-marins aujourd'hui, le SAT-3 et le câble EIS, qui sont exploités. On a un réseau backbone, un réseau dorsal que nous avons réhabilité, que nous sommes en train justement de compléter pour que le maillage du territoire soit complet. Du coup, cela fait des conditions assez favorables pour que le secteur, le volet relatif au centre de données puisse être fait ici au Bénin avec toutes les garanties qui sont nécessaires. Nous sommes aussi avantageusement situés à côté de notre voisin, le Nigeria. Et on sait qu'au niveau du Nigeria, effectivement, il y a des centres de données aussi qui sont là-bas, mais qui ont besoin de backup. Et donc, notre pays, à cause de ces infrastructures que nous avons, est stratégiquement situé, stratégiquement aussi outillé avec les câbles que je viens de citer, le réseau dorsal, pour accueillir ces backups de centres de données. Nous avons d'ailleurs un centre de données que nous sommes en train de construire, qui sera certifié Tier 3, donc qui montre déjà le niveau qu'on peut avoir dans notre pays. Le troisième aspect, c'est bien évidemment la question, je l'ai dit, de la fintech, mais plus particulièrement, je vais m'appesantir sur les banques virtuelles, les banques en ligne. Je le disais tantôt, nous sommes dans un espace monétaire, l'UEMOA. Ça veut dire que depuis le Bénin, en étant ancré au Bénin, eh bien, on peut adresser un marché qui comprend les 8 pays de l'UEMOA en termes de réglementation relative donc, au secteur bancaire et financier. Et donc, nous sommes en termes de souplesse, disons, réglementaire. Actuellement, il y a un code de l'investissement, certainement, que vous en avez entendu parler précédemment, qui est en cours de finalisation. Et ce code donne la souplesse qu'il faut pour que les nouveaux services, donc les services innovants qui arrivent dans le domaine de la fintech, mais aussi dans d'autres domaines, que nous puissions avoir la souplesse nécessaire pour faire entrer ces services-là, avoir un peu des bacs à sable de régulation, de réglementation pour permettre que la technologie justement aide à introduire ces services innovants. Donc mesdames et messieurs, tout en vous remerciant pour votre attention, je voudrais porter ce message que nous sommes dans un pays qui met en place les réformes, les réglementations, mais aussi le cadre institutionnel qui est nécessaire pour un investissement prospère, un investissement qui permet, en même temps que
justement les entreprises assurent leur rentabilité, de participer à l'effort de construction du pays, ce qui représente un cercle vertueux dans lequel l'ensemble des acteurs se retrouvent. Et ce cadre institutionnel, il est en place. Tout à l'heure, le DG de l'APIEX était là. La pièce qui a été rénovée, reformée, pour permettre d'assumer les missions qui sont les siennes. Mais spécifiquement dans le secteur de l'économie numérique, nous avons un régulateur aussi qui est très fort, qui est indépendant, complètement autonome et qui regarde donc ce secteur d'un œil bienveillant, qui est en mesure aussi de pouvoir fournir suffisamment d'informations et qui aide à avoir un marché qui est suffisamment sain, justement pour aider les investissements à prospérer. À côté de ça, on a toutes les dispositions, je vais dire, structurelles. Donc, à part le ministère, il y a les agences de mise en œuvre de nos projets qui sont également dans une démarche très positive, constructive. Et tout cet ensemble est vraiment à votre service. N'hésitez pas à nous solliciter, n'hésitez pas à venir vers nous. Nous sommes tout à fait disposés, moi-même et mes équipes, à avoir ces conversations avec vous et à vous donner plus d'informations, plus d'éléments. Et je me réjouis de vous accueillir très bientôt dans les locaux du ministère, autant que le besoin se fera sentir. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci Madame Aurélie Soulé-Zoumarou. Merci d'avoir trouvé le temps de venir faire votre présentation. Je sais que vous êtes très occupés, vous allez certainement nous quitter dans quelques minutes. Alors le numérique, on va encore en parler, ça sera demain. On parlera de la finance digitale dans l'après-midi avec Synodob et du numérique demain encore avec Monsieur Serge Adjovi, le directeur de l'agence du numérique qui était avec nous. Je crois qu'il va certainement revenir un peu plus tard dans la journée. On va remarquer aussi la présence du directeur général de Coris Bank, partenaire du BIF, Monsieur Jean-Jacques Golou. Merci d'être là. Alors, nous avançons dans notre programme. Nous allons ouvrir dans quelques instants la conférence plénière. J'espère que Monsieur Corentin Tiancou est avec nous. Parfait. Merci d'être là. Nous allons vous solliciter tout à l'heure, mais avant, puisque je vais parler du financement des PME béninoises par le projet Bifinance, nous aurons avant quelques panels, un responsable de PME, un directeur de projet qui va venir pitcher en quelques 5 minutes pour vous présenter justement ce projet qui fera l'objet de financement par le projet Bifinance. Et nous allons commencer cet exercice de pitch perfect avec l'entreprise Small Sold, dirigée par M. Moutawakilou Gounou, qui est là. Je ne le vois pas encore, mais il est là. Voilà. Merci de l'applaudir, de l'encourager à venir se mettre au pupitre ou au pupitre. Voilà, au pupitre. C'est parfait pour vous? Ok. Alors, vous êtes au pupitre et pendant 5 minutes, vous allez nous parler de votre projet qui est la production et la commercialisation de... qui s'appelle Gounou. Je sais que vous l'avez déjà goûté. Oui, Madame Saché Heloué. On voit souvent les posts sur Facebook, etc. Bah, vous avez 5 minutes pour nous. Vous pouvez faire moins si vous voulez. Oui, bon, vous avez 5 minutes pour nous en parler. Merci beaucoup. Merci. Alors, je voudrais d'entrée remercier la Fondation Wanou pour avoir organisé cet événement qui permet de mettre en relation des entrepreneurs et des acteurs de la création de richesses. Particulièrement, c'est un honneur pour moi d'être choisi et de faire partie de ceux qui doivent présenter ce qu'ils font en termes d'innovation. Pour commencer, je me représente, je suis Gounou Moutawakilou, le fondateur et le CEO de l'entreprise Small Salt qui est en train de promouvoir la marque Gounou. Actuellement, nous avons un seul produit sur le marché, mais bien entendu, nous avons plusieurs autres produits
rechercher, développer pour y arriver, qui seront sur le marché au fur et à mesure. Je vais commencer ma communication par poser une première question. Entre un seau ou un pipeline, qu'est-ce qu'il convient d'utiliser? Bien sûr, nous sommes une PME actuellement. On pourrait croire que nous sommes en train d'utiliser un seau pour puiser. Mais notre ambition, notre objectif, c'est d'aller beaucoup plus loin. Alors, bien sûr, le seau d'eau, c'est très pratique, c'est accessible, c'est moins coûteux. Mais malheureusement, ça a une capacité très limitée. Et c'est très épuisant, en plus d'avoir une quantité très discontinue en termes d'approvisionnement. Et notre ambition en tant qu'entreprise, c'est d'aller beaucoup plus, c'est d'aller au-delà de cette image, de cette illustration de la chose. C'est surtout de bâtir et de construire un pipeline. Alors, on pourrait me poser la question, mais qu'est-ce qu'un pipeline cherche dans une entreprise agroalimentaire? Et bien sûr, cela schématise un peu la conception que nous avons de ce que c'est que notre secteur d'activité et surtout en nous comparant, en nous mettant en évidence par rapport à l'environnement dans lequel nous évoluons. Alors, un pipeline comparé à un seau, ça a une capacité très illimitée, je vais dire, une capacité illimitée, un débit important, une disponibilité permanente, une durabilité, une force incomparable. Si vous avez une idée de ce que c'est qu'un pipeline comparé à un seau, vous saurez alors ce que nous cherchons à faire et ce que nous souhaitons faire. Là, s'illustre ou se schématise un peu notre ambition, notre vision et surtout notre conviction de ce que c'est que l'industrie agroalimentaire. Pour nous, bien sûr, les gens pourront se dire, mais les initiatives agroalimentaires en Afrique échouent très souvent. J'aimerais dire ici, peut-être que cela pourrait choquer plus d'un. Je pense personnellement que les initiatives agroalimentaires en Afrique n'échouent pas. Elles n'ont jamais existé comme un projet industriel viable. C'est-à-dire que ce que c'est qu'une industrie, en grande partie, nous avons un problème de conception et d'exécution. Nous n'avons généralement pas de réels projets industriels, mais nous avons souvent une partie d'industrie, c'est-à-dire la transformation ne se fait pas à 100% ici. Et la création de valeur, lorsque la transformation se fait à 100%, la création de valeur est très très faible. Je vais donc, pour vous donner une image de cela, je vais prendre l'exemple du rendement du jus d'ananas dans les industries occidentales comparé par exemple au rendement du jus d'ananas ici au Bénin. Lorsqu'on prend 1 kilo de fruits dans les industries occidentales, je pense que d'après nos propres recherches, le rendement est d'un minimum de 15 litres. Alors que ici, lorsque c'est très très bien fait, nous avons environ 1 litre de rendement. Pour vous donner une idée de la conception, de la compréhension et de ce que l'entreprise Molsol est en train de faire sur le marché en termes d'expertise, en termes d'innovation et surtout en termes de création de richesse. Nous pensons que la compétitivité industrielle à l'heure actuelle n'est plus une question de taille des installations, mais beaucoup plus une question d'innovation, une question de technologie qui inclut le savoir-faire, la compétitivité au niveau des coûts de production et surtout l'originalité de l'offre. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons aujourd'hui en termes d'originalité d'offre. Donc, nous allons d'abord parler du produit que nous mettons sur le marché, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de la pâte à tartiner aux amandes de cajou. Pour être humble, c'est l'une des innovations probablement dans ce secteur qui est sur l'offre de pâte à tartiner. Bien sûr, vous connaissez certainement les pâtes à tartiner aux noisettes. Vous connaissez certainement ici en Afrique des pâtes à tartiner à l'arachide. Mais pour une fois, nous mettons sur le marché une pâte à tartiner aux amandes de cajou.
Et ceci est réellement une innovation en ce qui concerne l'offre de pâte à tartiner. Qu'est-ce qui fait notre force sur l'originalité sur cette offre que nous mettons sur le marché? Premièrement, l'amande de cajou béninoise est une amande très savoureuse. Dans le monde, d'après les informations en termes de classement, nous sommes deuxième en termes de qualité. Mais personnellement, j'aimerais dire que nous sommes premiers en termes de saveur, ayant testé plusieurs autres types d'amandes de cajou. Donc ceci est réellement une originalité, une particularité de l'offre, surtout en termes d'innovation et en termes de création de richesse. L'offre est créée de A à Z sur place, sans toutes les matières premières viennent du Bénin. Je suis sûr que beaucoup de personnes ignorent que le Bénin fait partie des pays producteurs de cacao. Eh bien, nous sommes producteurs de cacao et dans l'espace UEMOA, bon, bien entendu, les autres pays ne sont pas très producteurs. Nous sommes troisième derrière la Côte d'Ivoire, le Togo et ensuite le Bénin. Notre quantité de matières premières en termes de cacao est suffisante pour pouvoir animer une industrie. Bien, notre pâte à tartiner, ce n'est pas projeté. Bien sûr, nous avons une concurrence. Nous avons une concurrence et notre particularité, nous avons plusieurs points au niveau de nos atouts commerciaux. Premièrement, c'est l'originalité en termes d'amande de cajou qui est la première offre. Deuxièmement, nous avons essayé de réduire au maximum les différents produits ou ingrédients qui pourraient susciter des allergies au niveau des consommateurs. Donc, bien sûr, nous ne pouvons pas tout présenter ici, mais nous allons vous donner quelques chiffres en termes de marché et pour vous permettre d'imaginer un peu la taille de pipeline que nous souhaitons construire. La taille de marché ici au Bénin, c'est estimé à environ 2 800 000 personnes. Et en Afrique, selon la BAD, nous avons 370 millions de personnes qui correspondent à notre cible clientèle. Je ne sais pas si quelques 30 secondes pour conclure. Nous avons eu déjà à exporter le produit. Actuellement, nous sommes en train d'installer une présentation au Burkina pour avoir une présence permanente. Mais il y a deux pays qui m'ont particulièrement qui ont attiré mon attention. Okay. Il s'agit du Ghana et de la Côte d'Ivoire où nous avons reçu des commandes avérées. Mais imaginez-vous, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont quand même les deux pays producteurs de cacao. Donc ça veut dire que notre technologie et notre savoir-faire ne se limitent pas seulement qu'au Bénin, mais ça va au-delà. Nous avons déjà commencé les exportations en France et au Canada. Bon. Bravo, bravo, félicitations. Merci.